Dans les coulisses du patrimoine, un podcast proposé par le Pays Charolais-Brionnais. Bonjour, je suis Marie. Bienvenue dans ce podcast dans lequel Aurélien et Thomas vous parlent des missions du Pays d'art et d'histoire. Mais au fait, c'est quoi le Pays d'art et d'histoire ? Labellisé depuis 2007, le Charolais-Brionnais sensibilise les habitants, les visiteurs et le jeune public au patrimoine et à la qualité de l'architecture et du cadre de vie. Dans ce podcast, vous saurez comment l'équipe travaille et prépare les animations. On vous parle aussi de l'histoire du Charolais-Brionnais et de son patrimoine. Bonne écoute! Pour démarrer ce podcast, j'aimerais vous parler du Pays Charolais-Brionnais. Donc, c'est un territoire qui regroupe 5 communautés de communes qui correspond à 129 communes. Les élus du Pays Charolais-Brionnais ont voté un projet de territoire avec pour axe principal l'attractivité. Le Pays d'art et d'histoire contribue à ce travail autour de l'attractivité. Aurélien et Thomas mettent en place des actions pour promouvoir le label. Aurélien, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le label Pays d'art et d'histoire ? Oui, comme tu l'as dit, c'est un label. Le nom complet du label, en fait, c'est Ville et Pays d'art et d'histoire. C'est un label national qui est attribué, octroyé par le ministère de la Culture à des collectivités territoriales. Donc, soit l'échelle d'une seule commune, donc c'est les villes d'art et d'histoire, soit à l'échelle d'un territoire qui regroupe plusieurs communes, donc les pays d'art et d'histoire. Au total, aujourd'hui, il y a 204 territoires qui sont labellisés, 119 villes et 85 pays, dont le pays Charolais-Brionnais. Suite à l'attribution du label, en fait, il y a une convention qui est signée entre le ministère de la Culture et la collectivité qui bénéficie du label. Et donc, la collectivité prend des engagements à travers cette convention. Et en retour, elle bénéficie de crédits, de subventions qui vont permettre la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Alors, notre panel d'actions, il est quand même assez large. Déjà, on s'adresse à différents publics. On a notamment un certain nombre d'actions à mettre en place au niveau des scolaires, des ateliers pédagogiques, des projets personnalisés parfois qu'on va mener avec les établissements. On a aussi des actions à destination d'un plus large public, habitants, touristes. C'est notamment toutes les actions qu'on va mettre en place dans le cadre des rendez-vous, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis, plus largement, au-delà de mettre en valeur le patrimoine, le label travaille de plus en plus aussi, comme tu l'as dit en introduction, à la qualité de l'architecture et du cadre de vie. Ça consiste notamment à être associé à toutes les démarches qui vont encadrer l'urbanisme du territoire, donc les SCOT, PLUI. Et puis, en parallèle, on va aussi accompagner les collectivités qui font partie du pays et qui ont des projets de restauration, de valorisation du patrimoine pour les conseiller. Voilà à peu près tout ce qu'on peut faire très succinctement dans le cadre de ce label. Et puis une dernière information importante concernant le label, donc qui s'inscrit dans la longévité, puisque cette année on va fêter les 40 ans du label qui a été créé en 1985. Ok, super, merci. Par rapport au rendez-vous, donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous construisez le programme ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans la construction du programme d'animation, des rendez-vous. Le premier, c'est que donc on va essayer de travailler de manière équilibrée entre les différents territoires d'office de tourisme. Donc les offices de tourisme, on le redira, c'est nos partenaires principaux. Par rapport à la mise en œuvre des rendez-vous. Ici, il y en a 6 donc, sur le territoire du Pays Charolais-Brionnais et on essaye donc d'avoir un équilibre, c'est-à-dire à peu près le même nombre d'animations avec chaque office de tourisme. Donc ça, c'est le premier facteur qui va permettre d'élaborer la programmation.
Ok, donc ce que je comprends, c'est qu'on essaye d'équilibrer au travers des différents territoires qui composent le pays. Et par rapport aux actions, Thomas, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, effectivement, par rapport aux actions, on en a différentes typologies qu'on va essayer d'équilibrer, un peu comme on le fait avec les offices de tourisme. Donc on va avoir des actions un peu classiques, on va dire, que tout le monde connaît dans le cadre de visites qu'on a pu faire pendant des vacances. Donc des visites guidées dans un village, dans un quartier de ville, une visite guidée dans un monument, notamment une église. On a des très belles églises romanes sur le territoire, donc c'est vrai que c'est une chance de faire ces visites guidées dans ces lieux. On a également des visites dans des châteaux, dans ce type de monuments. Et à côté de ça, on va mettre en place une programmation un petit peu plus ludique. Donc, ludique, on pense très vite aux enfants, mais c'est pas forcément le cas. Ça s'adresse à toutes les catégories d'âge. Et on va avoir donc ces visites plus ludiques. Donc, on va avoir par exemple des escape games qu'on met Ah en oui, ok. place. Ouais, donc les escape games, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est à destination de tout le monde. On a des enquêtes qu'on est actuellement en train de créer, mais je crois qu'il faut pas trop en dire. On en parlera dans un autre podcast. On a des boca balades qui sont des petites randonnées dans le bocage pour le découvrir. Donc ça, c'est des visites qui vont s'éloigner un petit peu de ce qu'on a l'habitude de connaître dans la médiation habituels et qui vont donner un autre caractère à nos visites et attirer des visiteurs qui sont parfois un petit peu différents, qui peuvent avoir peur des visites classiques, mais encore une fois, je crois que j'en dis trop. Euh, on va également essayer d'avoir, en fait, on a plusieurs facteurs qui nous guident dans la définition de notre programme et on va essayer d'avoir un équilibre. On est toujours dans cette recherche, hein, notamment avec le choix des lieux, car comme Aurélien l'a dit, on est sur un territoire qui est assez grand, assez vaste, Oui, c'est sûr. avec quand même 120 communes, si je dis pas de Oui, bêtises. c'est ça. Il faut pas qu'il y ait de jaloux, donc il faut qu'on soit présent autant dans chaque communauté de communes et on essaye chaque année de toucher des communes différentes. Donc, par exemple, cette année, on sera présent à la Chapelle-au-Mans. Ça faisait plusieurs années qu'on n'y avait pas été. D'accord. Il y a plusieurs communes comme ça et chaque année, on essaye que ça tourne, que ça change et que toutes les communes puissent profiter des actions du PAH. Donc, je vous ai parlé de ces renouvellements de lieux, de ces différentes typologies d'actions. Ça permet également quelque chose d'important pour nous, c'est qu'on renouvelle chaque année nos propositions aux visiteurs. Donc, il n'y a pas de lassitude, je dirais, sur les actions qu'on propose, puisqu'elles changent chaque année, elles sont très différentes, que ça soit en termes de lieu ou de forme. Donc ça permet de proposer des choses différentes à nos visiteurs chaque année et qu'ils soient toujours surpris finalement. L'idée, c'est d'essayer de maintenir un peu l'attractivité de notre offre. Donc, du coup, ce qu'on cherche, c'est aussi un peu de l'inédit ou de l'exceptionnel. Donc, de proposer des découvertes de lieux qui sont méconnus ou qui sont pas forcément accessibles en temps normal. Donc, de négocier voilà, des ouvertures ou des accès un peu Oui, exceptionnels. c'est ça, le label vous permet ces accès un petit peu privés et inédits, quoi. Bah, disons que oui, quand on s'adresse aux propriétaires, du coup, on arrive avec un cadre bien Bien défini défini. qui les rassure aussi, et qui ils se disent que bon, voilà, ça va se dérouler de manière professionnelle. Ce qui est aussi le cas pour nos partenaires publics, comme les offices de tourisme, par exemple. Oui. Et puis bah, du coup, parfois aussi, on essaye de coller un peu avec l'actualité du patrimoine, ou en tout cas, on essaye de mettre en valeur des sites qui vont avoir une actualité sous différentes formes. Ça peut par exemple être un site qui vient d'être restauré ou qui va bientôt faire l'objet d'une campagne de restauration. Bon, voilà. Des sites qui viennent d'être protégés aux monuments historiques. On a plusieurs formes d'actualité qui peuvent toucher le patrimoine et qu'on essaye de mettre en valeur aussi dans le cadre de la programmation. Du coup, vous aurez compris que du coup, on ne travaille pas seul dans la définition de cette programmation. Donc, notre partenaire principal, je l'ai déjà dit, c'est les offices de tourisme. Donc, avec eux, en fait, on définit aussi le calendrier. Et puis, on signe une convention qui n'a pas d'implication financière, mais qui définit un mode de fonctionnement entre nous. Donc, nous, au niveau du pays, on définit les lieux, les thématiques. On travaille les contenus aussi de nos animations, le déroulement. Et puis, on s'occupe aussi
d'une partie de la communication autour de nos animations, notamment à travers l'édition d'un petit programme qui s'appelle Rendez-vous, du coup. Et qu'on fait toujours en collaboration, malgré tout, avec les offices de tourisme, en discussion, en échange. Exactement. Et puis voilà, oui, parce que du coup, ils ont leur mot à dire sur, par exemple, la mise en page du document, etc. Et puis aussi, dans la brochure, on va valoriser aussi, pas seulement nos propres animations, mais aussi celles qui sont portées par d'autres acteurs du territoire. Donc du coup, les offices de tourisme y contribuent à alimenter aussi ce qu'il va y avoir dans le programme. Et puis de leur côté, ils vont, les offices de tourisme, commercialiser les animations, donc en fait tout simplement s'occuper de la billetterie, et puis assurer également une partie de la communication sur leurs réseaux sociaux, sur leurs propres supports de communication. Et puis dernière chose, ces visites, ces animations, elles sont conduites par des guides conférenciers, et donc c'est aussi l'office de tourisme qui va rémunérer les guides pour conduire ces animations, et c'est pour ça aussi qu'en contrepartie, c'est eux qui récupèrent les recettes liées à ces animations pour compenser les coûts qui sont liés aussi à leur mise en œuvre. Et puis alors après, on a d'autres partenaires, donc comme on l'a déjà commencé à l'évoquer, on a les propriétaires privés. On les sollicite, c'est pas pour toutes les visites, et puis voilà, de manière un peu exceptionnelle, parce que l'idée c'est de garder un côté un peu exceptionnel par rapport à l'ouverture de certains lieux. Donc on les sollicite pas pour une ouverture à long terme, régulière, c'est vraiment pour un espèce de one-shot qui va être un petit peu marquant pour les visiteurs. Et puis ensuite, pour certaines de nos animations, on fait aussi appel à des intervenants extérieurs, des prestataires. Je pense notamment à nos Boca Balades, où on va avoir une animatrice nature qui va venir parler aussi de la végétation, des essences d'arbres, etc. qu'on peut trouver dans notre bocage. Et voilà, donc des prestataires, des intervenants extérieurs aussi, nombreux, qui viennent travailler avec nous sur ces animations. Super, c'est bien, c'est intéressant de pouvoir voir les partenariats qui sont mis en place sur le territoire pour arriver à construire une programmation vraiment commune. J'imagine que ce n'est pas tous les jours facile. Je ne sais pas, vous rencontrez quoi comme difficulté au quotidien ? Effectivement, c'est pas toujours facile la construction de ce programme. Donc on rencontre un certain nombre de difficultés. Il y en a une qui, si vous avez bien suivi avec les propriétaires privés, vient assez vite en tête. C'est que l'accès à ces lieux est pas toujours aisé, ce qui est totalement compréhensible parce qu'on rentre dans le domicile de ces personnes. Elles n'ont pas forcément envie de le montrer. Donc on peut avoir des refus assez secs. Oui, parce que j'imagine les visites, ça correspond à combien de personnes, un groupe de combien de personnes ? Pour les visites de lieux privés comme ça, généralement on limite à une trentaine de personnes par groupe et on fait un ou deux créneaux sur la journée pour ces visites. Oui. Donc effectivement, c'est une discussion à avoir avec ses partenaires, mais ça peut être un petit peu compliqué de trouver les lieux. Mais je vous rassure, on a trouvé nos lieux pour cette année, donc le programme est rempli. La logistique de la visite peut également être assez compliquée dans le sens où on est sur un territoire rural où différents lieux qu'on aimerait faire visiter peuvent être assez éloignés. Et je pense notamment à un village où on aurait voulu se rendre dans 2 châteaux différents, mais faire se déplacer 30 personnes sur le bord d'une nationale, en termes de sécurité, c'est un petit peu compliqué. Effectivement, oui. Donc on fait l'impasse à ce moment-là et on doit s'adapter à ces choses-là pour la sécurité et pour la distance. Si on a 2 lieux qui sont à 3 km l'un de l'autre, faudra se contenter d'un seul. D'un seul, voilà. Je tiens à ajouter qu'effectivement, il y a aussi un des facteurs de la programmation, c'est qu'on ne fait prendre aucun risque à nos visiteurs. C'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Des échelles un peu brinque-ballantes au sommet d'un clocher d'église en train de s'écrouler. Donc voilà, que les visiteurs se rassurent, on veille bien à leur sécurité. Et donc effectivement, on évite de les faire marcher dans les bas-côtés de routes départementales ou nationales. Super, en digne professionnel que vous êtes.
J'y pense avec les offices de tourisme, il y a également, on en a déjà un petit peu parlé, car on doit s'entendre avec eux pour la programmation, car ils ont une programmation propre Et oui, bien sûr. qui est la leur et qui est tout à fait qualitative, hein, mais justement, il ne faut pas que ces deux programmations se marchent dessus et se gênent, surtout que c'est eux qui vont mettre en avant nos actions, donc il ne faut pas que ça porte défaut au leur. Donc ça, c'est toutes les discussions qui ont lieu en amont avec les offices pour pouvoir programmer à la bonne date, que ça soit pour nous, pour que ça soit sur un moment où le public peut être présent, mais également que ça ne gêne pas la programmation de ces offices de tourisme. Des offices de tourisme ou même des autres acteurs du territoire. Parce que du coup, les offices de tourisme, ils ont l'avantage quand même d'avoir une vision globale sur tous les événements qui vont se produire dans la saison. Et donc, d'essayer qu'il n'y ait pas des événements qui se chevauchent ou autre, quoi. Voilà. Moi, je compléterais aussi parmi nos éventuelles difficultés, c'est le problème des sources documentaires. C'est-à-dire que, évidemment, pour chaque animation, on prépare un contenu et parfois, on est un peu confronté à l'absence de sources ou à un nombre trop faible de sources qui ne nous permettent pas de construire un contenu suffisant pour emmener les gens sur des balades ou des visites d'1 heure à 1 h 30. Donc voilà, on a parfois aussi cette limite qui fait qu'on est obligé de faire des choix aussi sur les lieux. Voilà. D'accord. Donc, vous ne vous ennuyez pas pendant les périodes d'hiver où justement on n'a pas de date calée sur les rendez-vous en fait, hein. Ça, vous le faites plutôt sur la période, on va dire, de novembre à mars. Oui, Hein, c'est ça. on n'a pas le temps de s'ennuyer, Voilà. hein, on est bien occupé. Effectivement, ça va être la période de novembre à mars où on va entreprendre toute cette programmation, qu'on va commencer nos recherches et définir quels lieux peuvent être ou pas visitables pendant la saison estivale. D'accord, merci. Depuis quelques minutes, on parle de programmation, de date, d'animation. Bon, j'imagine que c'est difficile de dévoiler le programme là tout de suite. Par contre, Aurélien, Thomas, est-ce que vous avez une action, une date qui vous tient un peu plus à cœur et dont vous voudriez parler aujourd'hui? On va déjà quand même délivrer quelques informations sur la programmation de cette année. Moi, je vais parler de deux coups de cœur, on va dire. Alors, d'abord, on aura un accès exceptionnel à une très belle propriété qui se trouve à Bourbon-Lancy. Donc, c'est un château, le château du Vigneaud, construit dans le dernier quart du XVIIIe siècle, que les Bourboniens connaissent surtout parce qu'il a appartenu à la famille Puzna, qui est la dynastie de grands industriels de la ville de Bourbon, qui ont développé une industrie autour du machinisme agricole. Et ce qui est intéressant, c'est que les propriétaires actuels entretiennent très bien le domaine, mais en plus, ils le font rentrer de plein pied dans le XXIe siècle, parce qu'ils ont bien réfléchi à toutes les questions de consommation d'énergie de ce bâtiment, etc. Donc voilà, un petit lieu coup de cœur qui sera visitable au mois de juillet. Et puis, puisqu'on parlait d'actualité aussi, on va mettre en œuvre des visites nocturnes de l'église de Châteauneuf, qui est une des plus belles églises romanes de notre territoire, du Brionnais, et qui donc justement va bientôt connaître une importante campagne de restauration. Donc on évoquera ça évidemment dans le cadre des visites. Et toi Thomas, c'est quoi tes coups de cœur pour cette année ? Moi aussi, c'est un château, hein, mon lieu coup de cœur de cette année. Alors, c'est pas celui du Vigneaud, moi, c'est celui de Lussenier, qui nous amènera à la Chapelle au Mans. Et qui est un château qui m'a beaucoup plu parce qu'on voit très bien les évolutions sur le bâtiment, c'est-à-dire que c'est un château à l'origine 15e siècle, avec énormément de modifications au 18e, 19e. Et on voit dans le bâtiment cette évolution historique. Et c'est un vrai témoin, en fait, d'un château qui a énormément vécu. J'ai été touché également par son histoire, car le château est dans cette famille depuis son origine. Il n'a pas changé, donc on sentait même les propriétaires très attachés à l'histoire de ce château et fiers de pouvoir la partager. Donc on les remercie de nous donner cette chance. Oui, c'est chouette. Et au niveau du visuel, c'est un petit château au milieu de 2 étangs, entouré d'eau. Donc c'est assez idyllique, c'est très beau à voir. Et
J'ai quand même également un petit coup de cœur pour nos nouveautés de cette année, donc les enquêtes qu'on est en train de créer et celle de Paray sur laquelle j'ai plus particulièrement travaillé, où le public pourra venir à la basilique et mener l'enquête pour savoir si au XVIIIe siècle, les moines respectaient bien la règle de Saint-Benoît. Donc il y a quelques événements un petit peu marrants, je pense, et ça vaudra le coup de venir. Ok, super. Là, vous nous avez bien teasé la programmation. C'est intéressant de pouvoir voir aussi quels sont vos coups de cœur et voilà, sur quoi vous avez travaillé pendant l'hiver. Juste pour préciser, effectivement, on va proposer 4 enquêtes dans 4 lieux différents du territoire. Et pour ça, donc, on travaille avec un prestataire, Lionel Delalande, son entreprise CIS sur Escape. C'est d'ailleurs avec lui qu'on avait déjà travaillé sur un escape game qu'on proposera aussi encore cette année dans le cadre de la programmation. Voilà. Donc, juste pour préciser, on travaille aussi avec un professionnel sur ce type d'animation. Donc là, vous nous avez parlé de la programmation, des dates et des animations qui vont être mises en place pour la saison. Donc toutes ces informations, on pourra les retrouver dans la brochure des rendez-vous du Pays d'Art et d'Histoire qui sera disponible dans les offices de tourisme. Donc on a l'office de tourisme Monts-et-Vallées Sud-Bourgogne qui se trouve à Gueugnon, l'office de tourisme de Bourbon-Lancy, les offices de tourisme du Grand Charolais qu'on retrouve à Digoin et à Charolles, l'office de tourisme de Paray-le-Monial, l'office de tourisme de Marcigny-Semur qui est basé à Marcigny, et les offices de tourisme Brionnais-Sud-Bourgogne qui se trouvent à Laclette et à Chauffailles. Les informations seront également disponibles en ligne sur le site internet et sur nos réseaux sociaux. Et ceux des offices de tourisme également. Comme on l'a dit tout à l'heure, les offices de tourisme participent à la communication, donc vous retrouverez toutes ces informations sur leur site et leur réseau. Merci beaucoup de nous avoir écoutés pour ce premier podcast. Le prochain sera dédié aux visites royales à Bourbon-Lancy dans le podcast qu'on va appeler Séance de rattrapage. Merci beaucoup. Merci Aurélien. Merci Thomas. Merci à toi, Marie. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.